Coucou, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'introduis ce vlog après avoir terminé la lecture parce que je pensais l'avoir fait et que ce n'est pas le cas. Donc je vous explique l'idée. Avec mon frère on est allé en librairie, il m'a choisi sur place 3 livres qu'il pensait que je pourrais apprécier et au final il m'en a pris qu'un sans me dire lequel. Je l'ai découvert en rentrant, voilà. Donc, je ne vais pas plus parler, je vais vous laisser avec la suite et on se retrouve dans quelques instants pour mon avis final. Alors, je connais pas l'autrice, je connais vite fait de nom, et Estelle Faye. Coucou, alors on se retrouve le soir parce que en rentrant, eh bien c'était l'heure du bain, de la nourriture et tout ça. Donc, il est quelque chose comme 20h30 et je vais regarder le choix de mon frère. Donc comme je sais plus si j'ai expliqué en intro, en gros l'idée c'était d'aller en librairie, il me montre une sélection de 3 livres et au final qu'il n'en prenne qu'un sans que je sache lequel c'est. Donc là je vais découvrir lequel il a choisi et il est à côté pour commenter son choix. Donc c'est parti, on y va. Je prends la pochette. T'as pas choisi en fait. D'accord, je prends la pochette. J'ai pas regardé parce que c'est transparent donc... Donc il a pris l'Estelle Faye, qui est un reflet de lune, et le chien du forgeron de Camille Le Boulanger. Comme je vous disais, je crois à la librairie. Alors Estelle Faye je connais puisque j'ai lu Ouijigo d'elle, mais je ne connaissais pas du tout ce livre. Je vous fais le résumé très rapide parce que je suis pas fan de résumé, mais voilà. C'est dans un Paris post-apocalyptique. Ça a l'air d'avoir un petit côté roman d'enquête, quelque chose comme ça. Puisqu'apparemment on a un personnage récurrent. Donc le personnage de Chet qui apparaît dans Un éclat de givre. Ça je connais, Un éclat de givre de nom. Il va rechercher quelque chose. Je vais pas trop lire parce que je veux pas trop me spoiler. Ça avait l'air plutôt pas mal. Ça fait 230 pages. Franchement ça va. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir. Et le deuxième c'est Le chien du forgeron de Camille Le Boulanger. Alors je crois que Camille Le Boulanger ça me dit quelque chose, mais en même temps je peux aussi me tromper. Donc c'est un auteur et ça va parler de... Bon, le résumé ne dit rien, il est très mystérieux. Donc je sais pas trop, ça va parler d'un homme qui est nommé le chien du forgeron. Et apparemment une aventure qu'il aurait vécue. Il y a l'aventure qui est narrée, qui est connue, et il y a la véritable aventure, et ça c'est sa véritable histoire. Voilà. Alors, vas-y dis-nous, pour l'Estelle Faye. Ça avait l'air une enquête et tout ça, ça avait l'air sympa. T'avais déjà entendu parler? Non, tu te rappelais même pas que j'avais lu un Estelle Faye déjà? Non, c'est parce que tu m'as rappelé... T'en avais lu un, du coup je me suis dit oui, effectivement. C'est comme j'en avais proposé plein, mais que t'avais déjà lu. Oui, donc il y avait quoi? Il y avait Le Prieuré de l'Oranger. Mais de mémoire, il était dans ta wishlist. Mais non, Le Prieuré de l'Oranger, je l'ai lu il y a... Tu confonds, tu sais avec quoi tu confonds? Avec celle qui veut devenir le soleil ou quelque chose comme ça. Qui est la même teinte. Ouais, peut-être. Et il y avait, tu m'as proposé quoi? Ah, Le désert des couleurs. Ah oui. Ça c'est cool, il est trop bien en plus. Donc ouais, bah écoute, ça c'est... Ça avait l'air rigolo, le désert des couleurs aussi. C'était bien. C'est assez mystérieux, hein. Il y a la tour Eiffel qui se pète la gueule. Il y a un flamant rose, abandonné, pourquoi? Un sacré flamant rose. Donc apparemment c'est pas une suite, hein. C'est une autre histoire. J'ai essayé de regarder quand même pour éviter de te prendre un tome 2. Et je crois que j'ai pas fait cette erreur là. Pardon,
J'oublie que je suis en train de me filmer. Vas-y, dis-nous. Et l'autre, bah, c'était un peu médiéval et tout ça. Et j'avais lu un peu à la quatrième. Et effectivement, c'est assez mystérieux, donc ça m'a pas trop indiqué de ce que c'était. Mais de ce que j'en ai lu, ça avait l'air sympa, ça a l'air marrant. Marrant. Je suis pas sûre que ce soit marrant, mais. Donc voilà. Et puis le dernier de la sélection, je me souviens plus ce que c'était. Mais je l'ai montré de toute façon en vidéo. Ouais, celui qui était rose pâle là. Résumé. La Terre d'après, à l'abri d'un baobab, une société utopique, soudée par les règles strictes et bienveillantes, semble profiter d'une vie paradisiaque, totalement apaisée et égalitaire. Pourtant, l'un des membres de cette communauté ne peut s'empêcher de se poser 1001 questions, surtout, y compris sur l'avant. Une particularité qui fait de Camille la personne idéale pour remplir une mission d'exploration sous surveillance. Rare. Parce que je trouve que c'est assez comment dire, c'est assez dans la narration, ça peut être pratique de faire une dystopie parce que ça permet de mettre en évidence, tu sais, les problématiques de notre société actuelle, mais les utopies, je trouve que c'est moins exploité du coup. Moi, ce qui me plaisait, c'est que c'était le côté qui se veut bienveillante et tout là. Ça avait l'air sympa. Je le mettrais sur ma wishlist. Des gens rigolos. Et je me suis dit des gens rigolos. En plus, il était tout petit, il était plus petit, non? Ouais, je crois, oui. Alors, pourquoi tu choisis ces deux-là? Parce que tu n'arrivais pas à choisir ou parce que tu j'arrivais pas à choisir parce que le problème c'est que si je les avais lus ou si je connaissais l'histoire, j'aurais pu choisir, mais là c'était un petit peu à la sensation. C'était un peu au pathos. Bon, ça m'étonne pas parce que c'est vrai que ça a l'air médiéval et c'est ce que t'aimes, hein, l'epic fantasy. Ouais. Enfin, même si là on est un peu plus dans de l'héroïque fantasy à mon avis. Et ça. Ouais, si, parce que c'était Celte aussi. Un roman brutal qui s'attache à détruire la figure du guerrier servi par une plume qui s'inspire du style des contes anciens. Donc si ça veut détruire la figure du guerrier, c'est pas vraiment de l'heroic fantasy. C'est de la parodie d'heroic fantasy. Peut-être que je vais commencer par le Estelle Faye parce que je pense que ça va se lire vite. Et maintenant je connais un peu la plume d'Estelle Faye, donc je sais que c'est hyper accessible, tu vois. Donc peut-être commencer par celui-là. Essayer de lire l'Estelle Faye. Et oui, j'ai une grosse tache sur mon pull. C'est dû à un enfant qui a décidé de mélanger un chocolat de manière un peu brutale. Voilà. Bref, du coup, bah voilà, on va partir sur ces lectures. Ah mais sinon, mis à part mon choix, ça te tente ou qu'est-ce que ça t'évoque? Lui, tu vois, je serais pas allée spontanément vers lui. Parce que... Mais t'as lu tout le reste, Lucie. T'as lu toute la bibliothèque, comment on fait nous derrière? Non, il y en avait plein que j'avais pas lu. Mais après, tu peux. Tu vois, c'est compliqué parce que t'as pas un temps illimité pour regarder chaque livre. Donc tu fais un spi. L'autre problème aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de livres intéressants qui sont les nouveautés. Mais le problème, c'est que c'était beaucoup de suites. Et ils proposent pas après de livre 1. Et je me dis, vous êtes futés, les gars. Le 2, il n'y a pas le 1. Ah oui. Non, mais j'en ai vu que j'avais dans ma wish, tu vois. Mais après, c'est. En fait, le but, c'est aussi que j'ai des trucs que j'ai pas forcément dans ma wish. Oui. C'est ça qui est intéressant. Parce que sinon, voilà. Mais tu vois, j'y serais pas forcément allée spontanément. Mais en même temps. Ça a l'air sympa. Et celui-là, il aurait pu... Bon, si ce n'est la couverture qui fait que je ne serais pas allée spontanément parce qu'elle est affreuse. Mais en vrai, le résumé, par contre, oui, clairement. Parce que c'est plus proche, en fait, de ce que je lis aussi, je pense. Je lis pas... En fait, je lis pas énormément de post-apo. Je lis un peu de post-apo, genre je lis Octavia Butler et tout, mais en fait, j'en lis pas beaucoup. Mais pourquoi pas. C'est typiquement tout l'intérêt de demander à quelqu'un de vous choisir des livres, je trouve. C'est que la personne sait plus ou moins ce que vous aimez, donc elle va pas vous prendre un truc à la what the fuck. Quoi? Bah t'as des goûts quand même assez larges. Oui, mais tu sais plus ou moins ce que j'aime, non? Bah, qu'est-ce que t'aimes pas? Si les histoires d'amour. Là, les romances, ok. J'aime pas du tout non plus la littérature policière, ou en tout cas, parce que policière ça regroupe plein de choses qui sont pas... Les thrillers ou les enquêtes? Mais en fait non, ce que j'aime pas c'est quand il y a des flics. J'ai essayé de lire Charcot, tu connais ou pas? Oui. C'est du thriller, ça me saoule. Franchement, les histoires de flics qui racontent leur vie passée et à quel point leur vie a été dure et tout, ça me saoule, j'aime pas ça. Surtout des flics qui sont toujours à demi dans l'illégalité. Je trouve ça m'exaspère, je déteste ça, vraiment. Donc ça, vraiment, j'aime pas. Je peux aimer les thrillers si c'est pas des flics. Mais ouais, ça oblige à lire, voilà, c'est des livres que moi, spontanément... Mais en fait, pourquoi? Parce que j'ai une wishlist tellement grande que quand je vais en librairie, j'achète ceux de ma wishlist en priorité. C'est rare à l'heure actuelle. Et c'est dommage, d'ailleurs, je pense essayer de refaire ça, que j'aille en librairie et que je prenne au pif un truc, quoi. Non mais Lucie, ta wishlist, elle va jamais dégrossir. Si non, déjà t'as une wishlist de 170 bouquins et que t'achètes pas des bouquins qui sont dans ta wishlist,
Non, mais après, la Wish, en fait, si j'achète pas, c'est pas grave, tu vois, on s'en fout un peu. Parce que je les ai pas, j'ai rien engagé à part l'idée de les acheter un jour. Mais effectivement, ce que je faisais jusqu'il n'y a pas si longtemps, là, avant de commencer à péter un câble, c'est que j'allais en librairie quand j'avais envie de prendre un livre, je savais pas ce que j'allais chercher. J'allais en librairie, je regardais, je demandais conseil au libraire, je regardais ce qu'il y avait, je lisais les résumés, enfin tu vois, je prenais, voilà, et je l'achetais, je rentrais, je le lisais. Et c'était un super bon fonctionnement en fait. Le fait d'anticiper tes lectures, tu perds un peu en spontanéité. Voilà. Donc là, ce que je pense que je vais faire, je vais vous dire très sincèrement, celui qui m'attire le plus, c'est celui-là. Mais je pense que celui-là, je suis sûre de... Enfin, je suis sûre, non, je peux jamais être sûre tant que je ne l'ai pas lu. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de chances qu'il soit plus facile et plus rapide à lire. Et comme cette semaine, j'ai plein de trucs à lire, je pense que je vais commencer par celui-là. Et vu que le challenge de base, c'était lire un livre sur la semaine, si j'ai pas lu les deux, ça va. Donc j'en ai lu un, je respecte le challenge. Donc c'est pour ça que je vais attaquer celui-là en premier, parce que je pense qu'il sera plus simple à lire que celui-là. Mais concrètement, entre les deux, c'est celui-là qui m'appelle le plus pour les raisons évoquées, à savoir fantasy, celtique, réécriture de contes, destruction du mythe du héros, du guerrier, machin bidule, tout ça, ça me parle spontanément beaucoup plus. Mais voilà, je suis très contente de découvrir un nouveau Estelle Faye que je ne connaissais absolument pas, donc je crois que je n'ai jamais entendu parler. Alors autant un éclat de givre, j'en ai déjà entendu parler, je pense, mais ça pas du tout. Bon bref, ça fait 23 minutes qu'on parle et c'est pas tout ça, mais il faut lire maintenant, c'est bien d'avoir plein de livres, mais il faut les lire. Donc on va vous laisser pour ce petit bout de vidéo. Tu dis bonne nuit aux gens? Bonne nuit. À demain je pense. Et coucou. Donc on se retrouve le lendemain de la scène précédente et j'ai commencé un reflet de lune d'Estelle Faye. J'ai lu... Bref, j'ai lu 6 chapitres, ça fait 70 pages plus ou moins. Alors, ce que je peux vous en dire, déjà en termes de résumé, on est à Paris, en post-apo, bien que pour le moment, mis à part en dehors de Paris, donc tout ce qui va être, c'est le périph' entre guillemets, j'exagère un peu, mais voilà, ça semble pas si différent que ça de nous, mais j'ai pas assez avancé peut-être pour voir les différences. On suit le personnage de Chet qui se travestit la nuit pour chanter, donc il devient Thaïs, qui, je pense qu'il se genre en homme, enfin il est genré au masculin, mais il a cette deuxième personnalité de Thaïs. Le soir, il chante pour vivre, ce qu'on sait de lui pour le moment. Et là, à l'heure actuelle, on a une intrigue qui se dessine par rapport à une histoire de graines stériles qui se répandent et qui empêchent, je pense, des gens de cultiver, mais j'ai pas tout compris. Donc on verra, je vais voir et je vous referai un résumé si nécessaire. Toujours est-il qu'à l'heure actuelle, les 4 premiers chapitres, franchement, j'ai peiné parce que j'ai trouvé que c'était pas... Je sais pas, j'avais du mal à rentrer dedans. J'aime pas trop le personnage de Chet, mais... Enfin, c'est pas que je n'aime pas, c'est que... Enfin, je sais pas en fait. Est-ce que je n'aime pas ou pas? Je le trouve un peu agaçant, je dirais, parce que il est largué, du coup on comprend rien à ce qu'il raconte. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est de la narration à la première personne. Donc on comprend rien à ce qu'il raconte, en tout cas moi je comprenais rien. Alors est-ce que c'est parce que si j'avais lu un éclat de givre, je serais plus à la page? C'est possible, c'est tout à fait possible. Je suis désolée si ça tremble, mais je tiens le téléphone à la main. Ceci étant dit, à partir du chapitre 6, il y a des choses qui se profilent et c'est un peu plus intéressant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer, voir comment ça avance, et je vous reprends plus tard pour vous en parler. Franchement, je pense que si je garde le rythme de lecture que j'ai, je peux le finir demain. Mais rien n'est moins sûr parce que les aléas de la vie. Donc voilà, bref, je vous en reparle plus tard. À plus. Coucou, alors on est le soir, j'ai avancé la lecture d'un reflet de lune d'Estelle Faye. J'ai lu, je vais vous dire ça, 120 pages sur 245. Donc j'ai lu 120 pages sur 245. Donc je suis à la moitié. Je n'ai pas pu lire plus pour le moment, mais je vais y aller après, même si je pense qu'on va lire un peu avec Pénélope d'abord. En fait, j'ai l'impression pour le moment, donc je suis à la moitié, qu'il aurait fallu que je lise un éclat de givre, mais ce qui me désole un petit peu et m'agace, c'est que si c'est le cas, il me semble nécessaire soit de numéroter les livres, soit de mettre un truc derrière sur la 4e pour dire attention, il y a un autre volume précédent qu'il vaut mieux avoir lu pour tout comprendre. Parce que du coup j'ai l'impression qu'on passe sur plein de trucs qu'on est censé savoir, qui n'est pas le cas, et qu'on nous présente aucun personnage et qu'on fait référence à une enquête passée et des trucs passés
qui n'ont ni queue ni tête pour quelqu'un qui n'a pas lu l'autre. Alors si c'était juste des références vite fait, à la limite c'est pas très grave, je pourrais passer. Mais là, le personnage, en fait, on n'en dit rien, on n'en sait rien, il n'est pas caractérisé du tout. Il y a plein de personnages qui y croisent ou qui sont évoqués qu'on n'a pas vu, du coup, ou qu'on connaît pas. Donc je sais pas si c'est parce que c'est dans l'autre ou si c'est parce que juste c'est fait comme ça. Donc en fait, ça m'agace un peu, pour tout vous dire, parce que quand on voit ce livre-là, comme ça, en l'état, à aucun moment on peut deviner qu'il faut avoir lu l'autre, ce n'est précisé nulle part. Enfin vraiment quoi, genre c'est dit nulle part. Effectivement il y a un mystère qui se profile, mais j'ai envie de dire il serait temps vu qu'on est à la moitié. Enfin qui était déjà profilé avant, mais là c'était plus une fatalité que subissait le personnage principal. Et là il commence à décider qu'il faut faire quelque chose, donc apparemment il va faire quelque chose. Bon, on est à la moitié quoi. Mais soit, il y a plein de trucs qui a priori pourraient être cool et intéressants, genre les crues dans Paris, les sectes qui sont évoquées ou les groupuscules qui sont évoqués, qui en fait peut-être sont évoqués dans le premier volume, je sais pas. L'histoire des semences stériles, ça peut être aussi hyper intéressant dans un monde post-apo. Mais je sais pas, il se passe rien pour le moment. En fait, j'ai l'impression que la seule chose qu'on voit dans ce livre, à 120 pages, donc à la moitié, c'est le personnage qui se réveille, qui est soit bourré de la veille, soit défoncé, soit dans un état de toute façon pas, voilà, où il se sent pas bien, ou alors il s'est fait assommer, ou il lui arrive quelque chose qui fait qu'il se réveille dans une espèce d'état de brume où il pige rien. Il passe X heures de la journée à essayer d'émerger de tout ça. Il lui arrive plein de trucs qu'il subit parce qu'il comprend pas ce qui lui arrive. Et le soir, on recommence. Soit il est bourré, soit il voit un truc qui le traumatise et qui fait que il est à nouveau à moitié inconscient. Et du coup, voilà. C'est tout ce que j'ai l'impression de suivre de ce personnage. C'est ce personnage qui est sonné ou inconscient ou sonné. Et du coup, vu que c'est le narrateur, moi personnellement, je ne pige rien à ce qui se passe. Je ne pige rien à ce qui lui arrive. Je ne pige... Enfin voilà quoi. Je suis tout aussi déboussolée que lui, sauf que ça n'est pas agréable, c'est juste un peu pénible. Et voilà. Donc je suis franchement pour le moment pas convaincue. J'ai un peu vite fait regarder les commentaires sur Booknode pour voir si voilà, comment si ça allait à un moment ou à un autre décoller, éventuellement. Apparemment, la deuxième moitié accélère. J'espère que ça va arriver bientôt parce que je vous avoue que c'est un peu pénible à lire. Enfin, ça, en fait, non. Ça se lit très bien et très vite, il n'y a pas de problème, mais c'est pas spécialement plaisant, quoi, du coup. Donc, voilà où j'en suis. Je pense que l'univers aurait pu être hyper intéressant, je pense que l'histoire aurait pu être hyper intéressante, mais ce personnage est... je sais pas comment dire, passif, d'une part, extrêmement infantilisé par la plupart des gens qui sont autour de lui, d'autre part. Et en fait, effectivement, il se comporte de manière un peu inconsciente, donc du coup, je peux concevoir qu'ils sont infantilisés, mais du coup, en fait, il est tenu à l'écart de tout ce qui pourrait être intéressant dans le livre, quoi. Donc c'est un petit peu dommage, voilà. Et puis du coup, il lui arrive plein de trucs, et que nous, on comprend pas, et que lui non plus ne comprend pas, de toute évidence. Et voilà, bon, bref, je sais pas. Il a des défauts aussi, et des tics qui m'agacent, genre parler de Paris en disant « ma ville, ma cité ». Il a ce truc du déterminant possessif qui m'énerve, mais bon, ça c'est très personnel. Voilà. Donc voilà, je sais pas, je vais continuer, je vais essayer de le terminer. Hein. Vous voyez, j'ai lu la moitié en quelques heures, ça se lit assez vite. Mais ouais, je sais pas, je suis dubitative. Apparemment, un éclat de givre est bien mieux, mais celui-ci ressemble à un éclat de givre quand même, donc je sais pas. Je verrai si à l'occasion je lirai pas un éclat de givre, parce que ça se trouve, ça éclairerait ma lecture d'un reflet de lune. Si vous avez lu les deux et que vous savez, dites-moi, parce que du coup je suis un peu dubitative. Et du coup, je n'ai qu'une envie, c'est de lire l'autre livre, à savoir Le chien du forgeron, parce que Pénélope m'a dit qu'apparemment il était très cool, et je pense qu'il est très cool, donc j'ai très 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 envie de le lire et de le découvrir. J'avais déjà lu un autre Estelle Faye, j'avais lu Ouijigo, qui était vraiment, franchement, bien supérieur à mon sens, en termes d'histoire, de narration, de tout, en fait. Là, j'avoue que suivre ce personnage qui pige rien et... Bon, bref, je sais pas. Bref, je vais arrêter de parler, je vais le finir ce soir, je vais essayer, puis je vous ferai un point, je pense, demain, parce que là... je suis un peu claquée, donc je pense que je vous ferai un point demain et puis on verra. J'espère que je l'aurai fini demain. Si je l'ai fini demain, eh bien j'enchaînerai avec le défi lecture pour Pénélope, et si je m'en sors bien, je pourrai lire l'autre livre avant la fin de la semaine, nous verrons. Voilà, bref, allez, à demain.
je reviens pour vous parler de mon avis final sur Un reflet de nuit d'Estelle Faye. Je vais faire un disclaimer comme on dit avant de commencer. Je pense que vous aurez compris que je partais pas... enfin, après avoir lu un petit peu, j'étais pas hyper convaincue. Donc si vous avez adoré ce livre, si vous sentez qu'une critique peut vous toucher personnellement, vous vexer, vous faire du mal, vous blesser, ou que sais-je, n'allez pas écouter l'avis final parce que ça va pas franchement être très positif, je vous le dis tout de suite. Voilà. Donc préservez-vous si jamais vous sentez que ça va vous faire du mal, quoi. Voilà. Donc on y va tout de suite avec mon avis. Alors, est-ce que je vous ai fait un résumé? Je ne crois pas. Je vais vous lire le résumé parce que je ne pense pas être capable de vous faire un véritable résumé digne de ce nom. Donc, on nous dit Paris, un siècle après l'apocalypse. La capitale est plongée dans les pluies de printemps et Chet dans une affaire qui le dépasse. Des sosies apparaissent pour lui faire porter le chapeau de crime dont il est innocent. Du lagon du Trocadéro au repère lacustre des pirates de la Villette, Chet arpente les bords de la Seine en crue à la recherche de ses mystérieux doubles autant que de lui-même. Voilà, donc ça c'est ce qu'on vous vend, c'est la 4e quoi. Donc je vais commencer par les points positifs parce qu'il y en a quelques-uns et parce que on n'est pas des vaches. Donc l'histoire de base telle qu'elle était vendue déjà, c'était plutôt sympa, ça donnait plutôt envie. C'est pas forcément spontanément le genre de livre vers lequel je me serais dirigée, mais pourquoi pas dans l'absolu. Les choses que j'ai trouvées intéressantes dans ce livre, c'est dans un premier temps le traitement de la nature, parce que on sait que Paris, c'est une ville qui est hyper polluée, avec très peu de nature, et dans ce monde post-apo, où si j'ai bien compris, l'apocalypse est arrivé genre une centaine d'années auparavant, on a réussi à préserver quelques endroits de nature, par exemple la Petite Ceinture, donc c'est les anciens rails autour de Paris qui sont désaffectés à l'heure actuelle déjà, hein, qui est une espèce de réserve naturelle où l'humain n'a absolument pas le droit de s'installer, n'a pas le droit de détruire, de détériorer, de faire du mal aux animaux. Donc il y a une volonté, vous voyez, de protéger un peu ces espaces naturels sauvages. Il y a aussi le Jardin des Plantes, qui est un endroit préservé où il y a encore le musée. Il y a des espaces botaniques avec des jardins, des serres. Les grandes serres de Paris ont été conservées. Et il y a aussi, je crois, le zoo qui a été conservé. Donc on essaye, on sent que l'humanité, en tout cas les Parisiens, ont un petit peu compris que c'était le caca, qu'ils n'avaient pas très bien géré, et il y a un espèce d'essai de quelque chose, en tout cas pour préserver la nature mieux que ce qui a été fait jusqu'à présent. Les endroits de nature sont hyper bien décrits, c'est hyper intéressant, même si on voit assez peu le Jardin des Plantes, mais tout ce qui est sur la Petite Ceinture, c'est vraiment sympa. Après, très sincèrement, ça ressemble très très fort à ce qui existe à l'heure actuelle sur la Petite Ceinture. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir cet endroit dans lequel on peut se balader. Donc voilà, l'aspect nature était plutôt sympa. Il y a aussi la nature qui est plus hostile, donc avec tout ce qui va être autour du déluge et des crues, mais qui est aussi hyper intéressant parce que c'est une des conséquences directes du merdier que fout l'humanité, qu'a foutu l'humanité sur Terre. Donc il y a une menace, une espèce un peu de personnification du déluge, de la crue, qui est plutôt sympathique, qui est plutôt bien fait. On voit bien que l'eau, qui est quand même une ressource première et essentielle, est dangereuse, que même la pluie est dangereuse. Enfin, tous ces aspects-là étaient plutôt intéressants, j'ai plutôt bien aimé. Autre aspect qui peut être apprécié, mais je pense que pas forcément pour tout le monde, c'est si on aime Paris, si on est parisien ou si on aime Paris, tout l'aspect découverte de Paris en post-apo. Donc par exemple la Petite Ceinture, tout ça, je sais pertinemment que plein de gens ne sauront pas ce que c'est. Et moi, il n'y a pas si longtemps, et pourtant j'ai habité à Paris un certain temps, j'ai découvert tardivement ce qu'était la Petite Ceinture. Donc, en tout cas, si on aime Paris, si on connaît un peu, on retrouve plein d'endroits. C'est hyper facile de s'imaginer les lieux, parce que, en fait, c'est du post-apo, mais concrètement, tout ressemble, enfin, de ce que j'ai compris en tout cas, tout ressemble fort à ce qui existe à l'heure actuelle. Donc, se représenter les lieux, se représenter les trajets, c'est vraiment simple. Moi, je pouvais parfaitement voir quel chemin prenait le personnage principal pour aller, je sais pas, du Louvre à Notre-Dame, ou je sais plus où il va, mais bref. Ça, c'est sympa parce que c'est vrai que c'est souvent un petit peu une sorte de défaut des bouquins, c'est que on a du mal à évaluer les distances, on a du mal à se représenter les lieux, ce qui n'est pas le cas. Si, et seulement si, on connaît un peu la ville. Mais je pense qu'il y a une volonté assez marquée de parler aux Parisiens, de parler aux gens qui aiment Paris, et je pense d'ailleurs qu'Estelle Faye est parisienne. Donc, voilà. Après, c'est sûr que si on n'aime pas Paris et si on ne connaît pas, ça fait pas une grosse différence. Ceci étant dit, c'est plus facile de se renseigner et de regarder sur une application
quelle qu'elle soit GPS, pour se faire une idée. Donc bon voilà, ça c'est un aspect qui est intéressant, qui est sympathique, l'aspect balade, promenade. Autre chose hyper intéressante, encore une fois, si on aime ça, c'est tout ce qui va être musique jazz. Il y a tout un côté qui est développé, moi je n'y connais rien, donc ça m'a pas plus touché que ça, mais je pense que c'est à noter. Si vous aimez tous ces aspects-là, c'est intéressant, tout ce qui va être concert, tout ce qui va être autour de ça, ça peut être quelque chose qui vous parle, si vous connaissez les titres évoqués, etc. Ça peut créer une ambiance particulière que forcément j'avais pas, parce que je n'ai pas pris, et c'est de ma faute peut-être, la peine d'aller écouter les musiques qui étaient citées, mais dernier point que j'ai noté qui était plutôt intéressant, c'est la deuxième personnalité de Chet, donc Thaïs, en sachant que Chet, c'est le narrateur, donc il parle de lui à la première personne, et quand il parle de Thaïs, il parle d'elle à la troisième personne. Donc là, il y a un truc qui est plutôt sympa autour de ça, autour de ce qu'il devient une fois qu'il se travestit. Il y a des questions, je pense, aussi sous-jacentes autour de la transidentité. Ça, c'est des aspects plutôt sympas. C'est d'ailleurs un roman qui est assez inclusif, je pense, qui propose pas mal de diversité. Le personnage de Chet, au-delà du fait qu'il se travestit le soir, eh bien, il est a priori bisexuel. Donc voilà, tous ces aspects-là, c'est des choses positives qui permettent d'avoir plus différentes représentations, qui permettent de ne pas s'enfermer dans les représentations hétéronormées classiques qu'on a l'habitude de côtoyer. On va maintenant passer aux aspects négatifs, et ce qui moi m'a dérangé et qui fait que ce n'est pas une bonne lecture pour moi. Tout ce que je vous ai dit avant, qui sont des qualités, sont aussi quelque part un petit peu par moment des défauts. Je m'explique. Par exemple, tout le côté promenade dans Paris, qui est plutôt sympa, encore une fois, si on aime Paris, fait de ce roman un roman tranche de vie à mon sens, et pas du tout une enquête. Pas du tout, en tout cas pas du tout ce qui est vendu derrière, mais pas du tout. S'il m'avait été proposé comme un roman tranche de vie avec en second plan une petite intrigue, je pense que déjà j'aurais eu un point de vue différent sur cette lecture. Très concrètement, ce qu'on suit en fait, c'est Chet qui déambule, qui va voir ses amants, ses maîtresses, ses potes, ses amis, ses machins, tout ce que vous voulez. Mais l'enquête, elle arrive dans la deuxième moitié du roman et franchement, elle est extrêmement succincte, vraiment. Donc je comprends pas pourquoi la quatrième insiste autant sur cet aspect-là, qui est en fait si peu représenté dans le livre. J'ai eu pas mal de difficultés à rentrer dans ma lecture parce que pendant une grosse partie du début et par la suite de manière ponctuée, le personnage de Chet est très souvent soit bourré, soit inconscient, soit sonné. Et comme on suit en point de vue interne à la première personne, eh bien si lui il capte rien, vous ne captez rien non plus. Donc vu qu'il est constamment pas dans son état normal, il lui arrive plein de trucs et moi je comprenais pas ce qui lui arrivait, je voyais pas où on était. Voilà, j'étais vraiment aussi larguée que lui. Alors j'entends bien qu'il y a un éclat de givre a priori à lire avant. Ceci étant dit, partant du principe que ça n'est pas mentionné à aucun moment dans le livre, je trouve un petit peu inexcusable de s'appuyer sur un précédent tome qui n'est pas censé être un tome 1. Et c'est pas comme ça qu'est vendu, ça c'est pas vendu comme un tome 2 quoi. Donc c'est un petit peu compliqué. C'est voilà, si on décide de dire que c'est pas des suites et pas une saga, il faut réussir à réintroduire tout pour que la personne qui prend ce livre-là, qui se dit ah bah c'est un one shot, puisse comprendre. Là, Chet, il n'est pas représenté, on n'explique rien de ce qui s'est passé précédemment, on évoque plein de personnages dont on ne sait rien, qui nous sont très rapidement expliqués, mais pas plus. On évoque une intrigue passée, mais pas plus. Enfin, voilà, il y a tout ce prérequis, en fait, qui semble être évident et qui ne l'était pas, du coup, puisque moi, on m'a à aucun moment dit que c'était une suite. Autre chose qui m'a un peu dérangée, c'est que, encore une fois, on me vend une histoire de secte, et moi, la secte, je l'ai vue sur peut-être 5 pages à tout péter. Donc, ok, elle agit un peu en sous-main, etc. Mais je m'attendais à ce qu'il y ait un développement autour de ça. Et au final, elle apparaît à un moment, on les voit pour de vrai, et 4 pages après, c'est fini, quoi. Et ouais, je suis un peu déçue de ça parce que c'est un aspect qui était prometteur quand on l'évoque, qui avait l'air hyper intéressant, et en fait, non. Enfin, c'est à peine... Voilà, c'est ce que je vous dis, c'est un roman tranche de vie, il faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une enquête et une grosse intrigue, voilà. C'est pas le cas du tout, quoi. La prochaine critique va avec ça, c'est qu'on est sur un schéma narratif extrêmement répétitif, à savoir, Chet sort de son appartement, sort de chez lui, il est poursuivi, il est attaqué, ou il va mener son enquête, entre guillemets. Quelqu'un le sauve ou l'aide, ou alors il couche avec quelqu'un. Et on est le lendemain, il est soit sonné, soit inconscient, soit bourré,
soit voilà, et il repart chez lui, et c'est pareil, et ça se succède de cette façon-là. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est du tranche de vie en fait. Parce que au final, il ne mène aucune enquête, je vous promets. Il y a 2 moments, je crois, où il va dans Paris vite fait, et il apprend 2-3 trucs vite fait. Mais en fait, ce n'est pas lui qui résout l'histoire du tout. Tous ses potes font le taf pour lui, et lui, il subit tout du long un peu tout ce qui se passe. Tout ce qui l'intéresse, moi j'ai l'impression, en tout cas, c'est les gens qui peut potentiellement pécho, les ex, c'est les flirts. Genre typiquement, à un moment, il est sur l'épaule d'un garde parce qu'il se fait arrêter vu qu'il est accusé de meurtre. Ce qui arrive d'ailleurs très tardivement dans le roman alors que c'est évoqué derrière. Et donc il est sur l'épaule de ce garde et il sent la chaleur corporelle de ce garde et il se dit dommage que je puisse pas flirter avec quoi. Ok, je sais pas, on t'envoie en prison mais ok, bon. Chacun sa vision des choses. Mais voilà, du coup, j'avais vraiment l'impression qu'on avait un rythme qui était hyper haché, hyper assuré, avec beaucoup de trous parce qu'il est inconscient ou parce que c'est ellipsé, et qu'il n'y avait pas de lien entre tout ça, qu'à plein de moments, quand il pose des questions qui pourraient faire avancer l'histoire, on lui répond « Non, mais c'est trop d'enjeux pour toi, t'inquiète, on gère pour toi ». Ou alors on croise un personnage qui apparemment est hyper important qu'on ne revoit plus jamais. Ou alors, voilà. Et du coup, ça donne cette impression d'accumulation de personnages, d'accumulation d'axes narratifs, d'accumulation d'intrigues, d'accumulation de plein de trucs qui ne sont jamais liés, si ce n'est à la fin, où en 10 pages, on vous résout tout, et en fait, c'est même pas une résolution un peu en plot twist. C'est genre quelqu'un qui vient le voir et qui lui dit, bah en fait, c'est ça, 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 voilà, c'est bon, c'est fini. Voilà. Donc, bon, voilà. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Je pense que si on a lu le 1, qu'on a beaucoup aimé le 1, peut-être que retrouver ce personnage, du coup, c'est un petit peu ce côté nostalgique, c'est peut-être qu'il y a de ça, en fait. Dites-moi si vous avez lu le 1 et le 2, ce que vous pensez de ce que je dis là, mais moi qui n'ai pas lu le 1 et à aucun moment on m'a dit de commencer par le 1, bah du coup, j'ai un peu la sensation de ne pas avoir compris. J'ai un peu la sensation d'avoir lu un truc qui était vain, ou en tout cas, on peut écrire de la littérature vaine, il n'y a pas de problème avec ça. Mais il faut pas le vendre comme une intrigue, il faut pas le vendre comme une enquête policière, il faut pas le vendre comme une histoire de secte et tout ça. C'est pas le cas en fait. Enfin, c'est trop peu le cas pour pouvoir le mettre en avant. C'est secondaire de chez secondaire dans le roman, quoi. Et puis je vous avoue que moi, ça m'a un peu agacé cet aspect tout ramener au sexe, aux ex, aux relations amoureuses. En fait, Chet, dans sa tête, il ne fait que penser à ça tout le temps. Soit aux ex qu'il va croiser et ça l'embête, soit à son ex qui est parti et ça le rend triste, soit à son ami qui est parti et ça le rend triste, soit à le futur flirt qu'il va faire ou avoir, soit... Enfin, voilà, et... Bon, bah voilà, moi, ça c'est pas le genre de truc qui m'intéresse, très franchement. Peut-être, je vous dis encore une fois, s'il m'avait été vendu comme tel, ça aurait été différent, mais là, c'était pas le cas, quoi. Moi, voilà. Après, j'ai vu qu'on disait que Paris était un personnage à part entière et personnifié. C'est peut-être le cas dans Un éclat de givre. Là, j'ai pas du tout trouvé. Hein. Moi, j'ai pas trouvé que c'était un personnage à part entière. C'est en fait, Paris est aussi passive que Chet. Ça veut dire que l'un et l'autre subissent la pluie, le déluge, les crues, les gens qui se bagarrent et qui font des trucs pas cool. Et voilà quoi. Bon, je sais pas. Très franchement, j'ai vraiment pas été convaincue. Je l'ai lu le plus rapidement possible et à la fin, j'ai fait en lecture rapide la fin parce que j'en avais un peu marre et que j'avais envie de passer à autre chose et que j'ai d'autres trucs à lire qui me tentent beaucoup plus. Mais je vous avoue que je suis un petit peu déçue parce que j'avais adoré, j'avais beaucoup aimé Ouijigo, où les défauts que j'avais trouvés étaient plus liés à moi, vraiment mes goûts personnels qu'à l'écriture que j'avais trouvé excellente. Et là, j'ai eu la sensation en fait de lire un livre un peu pour les Parisiens, écrit par une Parisienne, qui est une tranche de vie et qu'on m'a vendu comme complètement autre chose, et c'est pas le cas. Ceci étant dit, je serais vraiment curieuse de découvrir Un éclat de givre, parce que apparemment c'est beaucoup plus sympa et beaucoup mieux, et ça m'intéresserait de tenter Un éclat de givre, voir si ça éclaire des choses sur celui-ci, voir si c'est mieux, voir si... voilà quoi. Je ne sais pas. Dites-moi si vous avez lu le 1 et le 2, ou que le 2. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, de votre côté, parce que ça me questionne et ça m'intéresse. Voilà. Du coup, je ne vais pas plus m'éterniser sur ce livre. J'en ai un deuxième à lire qui est Le chien du forgeron de Camille Le Boulanger de mémoire, qui apparemment est super et que je vais lire. Mais avant ça, je dois finir plein d'autres trucs. Donc si je le lis, je pense que ça sera un autre vlog avec un titre similaire, genre mon frère me choisit un livre. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo, d'une part parce que je veux pas que ça soit trop long, d'autre part parce que je vais pas l'enchaîner et que j'aimerais monter cette vidéo-ci assez rapidement pour, voilà quoi, pour pouvoir passer à autre chose parce que j'ai plein de trucs à filmer, notamment le défi lecture, etc. Bref, donc sur ce, je vous laisse.
J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. J'espère que personne ne sera vexé de ce que j'ai dit ici, parce que ça n'est pas le cas. Je ne remets pas en cause les capacités d'écriture de l'autrice, qui je pense a beaucoup de talent, mais juste cet ouvrage-là qui avec moi, ça n'a pas du tout fonctionné. Bref, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.